Bienvenue dans cet épisode spécial de The Yin Yang Voice. Dans un monde où les tensions entre le féminin et le masculin continuent de façonner nos sociétés, nous avons ressenti le besoin d'explorer ces forces universelles sous un nouveau jour. Pourquoi ? Parce que ces polarités, souvent perçues comme opposées, contiennent en réalité les clés d'une harmonie plus profonde. À travers ce podcast, nous souhaitons interroger non seulement la manière dont ces énergies influencent notre quotidien et nos relations, mais aussi leur rôle fondamental dans l'univers, des forces physiques qui régissent la matière aux dynamiques sociales et culturelles qui nous entourent. Ce projet s'inscrit dans la mission de The Yin Yang Voice, rééquilibrer les énergies, révéler les complémentarités et insuffler plus de yin dans nos perceptions et nos pratiques pour un monde où l'équilibre devient une force créatrice. Rejoignez-nous dans cette plongée au cœur des polarités, là où science, philosophie et introspection s'entrelacent. Cet épisode va nous permettre d'explorer ensemble la profonde danse des polarités qui régit à la fois l'univers, la matière et nos vies humaines. À travers le prisme du yin et du yang, ces forces complémentaires qui façonnent l'équilibre de toute chose, nous nous interrogeons. Pourquoi l'existence repose-t-elle sur une tension entre des opposés et comment cette dynamique influence-t-elle aussi bien la matière physique que les relations humaines et sociales ? De la structure des atomes à la dualité des genres, en passant par l'histoire de la domination masculine et les luttes actuelles pour l'égalité, nous verrons comment cette tension, loin d'être un conflit, est en réalité une source de création, d'harmonie et de transformation. Commençons par la physique et la matière, pour découvrir comment, dès les fondations de l'univers, cette danse des contraires a façonné tout ce qui existe. La matière et donc la façon dont on l'aperçoit sont donc soumis à des forces opposées, négatives et positives, et comme le yin et le yang. Voici comment cette comparaison fonctionne. Les opposés, positifs et négatifs. À l'échelle atomique, les forces fondamentales qui régissent la matière impliquent souvent des interactions entre des pôles opposés. Par exemple, les charges électriques. Les protons positifs et les électrons négatifs s'attirent, mais les électrons se repoussent entre eux. Dans les forces nucléaires, le noyau est maintenu ensemble par la force nucléaire forte, qui attire, mais contrée par la répulsion entre les protons, tous positifs. Cette dynamique d'attraction et de répulsion crée un équilibre qui permet à la matière de tenir debout sans s'effondrer ni exploser. C'est comparable au yin, féminin, réceptif, négatif, et au yang, masculin, actif, positif, où les opposés ne s'annulent pas mais s'équilibrent pour former une harmonie. Ensuite, la complémentarité des forces dans la matière. Le yin et le yang ne sont pas seulement opposés, ils sont interdépendants. L'un n'existe pas sans l'autre. De la même manière, les forces attractives, yin, et répulsives, yang, permettent aux particules de coexister sans s'effondrer les unes sur les autres. Les électrons, bien qu'attirés par le noyau, force yin, sont maintenus à distance par leur mouvement orbital, force yang, créant une structure stable. Ainsi, la matière est elle-même un exemple de cet équilibre dynamique entre opposés qui génère une structure stable et solide. Ensuite, la perception humaine, une réalité yin-yang. Lorsque tu touches un objet, tu perçois la résistance électromagnétique comme une solidité. Mais cette résistance vient d'une lutte constante entre les forces d'attraction qui rapprochent les atomes, yin, et les forces de répulsion qui les maintiennent à distance, yang. Cette lutte et cet équilibre génèrent ce que nous appelons la solidité, même si en réalité c'est une danse perpétuelle d'opposés. Ensuite, la dynamique du vide et du plein. Le vide atomique, qui semble être l'aspect yin, réceptif, inexistant, est en réalité rempli d'une énergie fondamentale, yang. Les champs quantiques agissent même dans cet espace vide, ce qui montre que le vide et le plein sont deux facettes d'une même réalité. Cela rappelle le taoïsme où le vide yin n'est pas une absence mais un potentiel latent rempli d'énergie créatrice. L'univers, un équilibre fondamental yin-yang. À une échelle cosmique, cette dualité se reflète dans deux aspects opposés. Expansion et gravité, l'univers s'étend, force yang, mais la gravité agit pour maintenir les galaxies ensemble, force yin. Matière et antimatière. Chaque particule a son antiparticule et leur interaction peut créer ou annihiler de l'énergie dans un équilibre parfait. Lumière et obscurité. La lumière yang révèle mais a besoin de l'obscurité yin pour être perçue. Implication philosophique. La matière comme équilibre. Si on regarde la matière à travers ce prisme yin-yang, on voit que tout ce qui existe est un jeu d'équilibre. Les objets solides sont le résultat de forces en opposition qui ne cherchent pas à gagner, mais à coexister.
Ce que nous percevons comme réel n'est qu'un instant d'harmonie temporaire entre ces forces. En résumé, oui, la matière et la manière dont nous la percevons sont effectivement analogues au yin et au yang, des forces opposées mais complémentaires qui s'unissent pour créer une réalité stable et tangible. Cette dualité est présente dans tout l'univers, de l'atome à la galaxie, et reflète une harmonie fondamentale qui sous-tend l'existence. C'est une belle manière de relier la science et la philosophie pour mieux comprendre notre monde. Pourquoi cette unité est expliquée de manière duale ? Là, on touche en fait un point central, aussi bien en physique qu'en philosophie. La dualité apparente est en réalité une unité fondamentale. Cependant, cette unité est souvent exprimée sous forme de dualité pour plusieurs raisons liées à notre perception humaine, nos limites cognitives et les outils que nous utilisons pour expliquer la réalité. La dualité, c'est une simplification pour comprendre la réalité. Le cerveau humain fonctionne par catégories opposées, chaud, froid, lumière, obscurité, bien, mal. Cette tendance découle de notre besoin de simplifier la complexité du monde pour la rendre compréhensible. Par exemple, pour appréhender des phénomènes complexes comme l'énergie ou la matière, nous les divisons en forces ou états opposés tels que positif, négatif, attraction, répulsion, vide, plein. Et la dualité est une abstraction pratique qui nous aide à expliquer les concepts difficiles en les décomposant en éléments plus simples et concrets. La dualité est en réalité une unité fondamentale dans la nature. Ce que nous appelons des opposés, yin-yang, positif, négatif, attraction, répulsion, sont des manifestations complémentaires d'un même principe sous-jacent. Dans le taoïsme, par exemple, le yin et le yang ne sont pas des deux entités distinctes, mais deux aspects d'un tout dynamique. L'un n'existe que par rapport à l'autre. Et de manière similaire, en physique, les forces opposées, comme on l'a vu, électromagnétiques, gravitationnelles, ne peuvent exister qu'au sein d'un système commun où elles coexistent et interagissent. Alors pourquoi expliquer l'unité par la dualité ? Il existe plusieurs raisons pour lesquelles l'unicité est décrite de manière duale. La perception humaine est limitée. Nous percevons la réalité à travers nos sens qui sont des outils limités. Nos yeux ne voient qu'une partie du spectre lumineux, nos oreilles n'entendent qu'une gamme de fréquences et notre cerveau interprète ces signaux dans des catégories opposées. Cette perception fragmentée rend difficile l'appréhension directe de l'unité fondamentale de la réalité. La dualité devient une approximation nécessaire pour exprimer ce qui dépasse notre compréhension immédiate. Le langage humain est binaire. Le langage, notre outil principal pour expliquer et transmettre des idées, repose sur des distinctions claires, jour, nuit, vide, plein, haut, bas. Décrire une unité complexe et fluide dans un cadre limité par le langage est presque impossible sans recourir à des opposés. Exemple, pour expliquer le fonctionnement de l'univers, il est plus simple de dire force d'attraction et force de répulsion que de parler d'un champ unifié qui se manifeste de manière dynamique. Ensuite, il y a la complexité des concepts unitaires. Les concepts unitaires comme le champ quantique unifié en physique ou le Tao en philosophie sont abstraits et difficiles à visualiser. La dualité devient un outil pédagogique pour amener progressivement une compréhension de l'unité. Par exemple, en expliquant la lumière comme une onde ou une particule, on simplifie un phénomène quantique qui en vérité transcende ces deux notions. Ensuite, les scientifiques cherchent depuis longtemps une théorie du tout, une explication unifiée des forces fondamentales, gravité, électromagnétisme, etc. En physique quantique, les particules et les ondes semblent être des dualités, mais en réalité, elles ne sont que deux aspects d'un même phénomène. La célèbre équation d'Einstein montre que l'énergie et la matière, qui semblent opposées, sont en fait interchangeables. C'est une unité sous-jacente déguisée en dualité. Alors quel est le rôle du yin et du yang dans cette perspective ? Le yin et le yang, dans leur essence, ne sont pas opposés, mais interdépendants et inséparables. Leur opposition est une manière de représenter le mouvement et le changement et l'équilibre dans l'univers. Alors quel est le rôle du yin et du yang dans cette perspective ? Le yin et le yang, dans leur essence, ne sont pas opposés, mais interdépendants et inséparables. Leur opposition est une manière de représenter le mouvement et le changement et l'équilibre dans l'univers. Sans le yin, le yang n'a pas de sens et vice-versa. Le symbole du Tao illustre cette unité avec une courbe fluide qui montre que l'un contient toujours une partie de l'autre, le point noir dans le blanc et le point blanc dans le noir. Unité et dualité, c'est une illusion nécessaire. En fin de compte, la dualité est une illusion utile. Nous percevons le monde comme dual parce que notre cerveau, nos sens et nos outils intellectuels ont besoin de distinction pour comprendre. Mais à un niveau plus fondamental, il n'y a pas de positif ou de négatif, seulement une énergie qui s'organise différemment. Il n'y a pas de vide ou de plein, seulement une structure dynamique de champ et de force.
En résumé, l'unité fondamentale est toujours présente, mais nous l'expliquons sous forme de dualité pour simplifier et structurer notre compréhension. La dualité n'est pas une réalité intrinsèque, mais une projection humaine, un outil pour appréhender un tout qui dépasse nos perceptions. La réalité ultime est une danse unifiée de forces complémentaires où le yin et le yang ne sont pas séparés mais les deux faces d'une même pièce. Allons plus loin. Pourquoi la vie biologique serait alors organisée bien souvent en une dualité de genre, par exemple? On a une femme et un homme pour créer la vie. La dualité des genres dans la vie biologique, comme le masculin et le féminin, est une question fascinante. Elle peut être expliquée par une combinaison de facteurs biologiques, évolutifs et philosophiques. Cette organisation binaire, dualité, est à la fois une nécessité pratique pour la survie et une manifestation d'un principe universel d'équilibre et de complémentarité. La dualité en biologie, c'est une stratégie pour la survie. La reproduction sexuée, impliquant deux genres, est une stratégie évolutive qui maximise la diversité génétique. Voici pourquoi. Lorsque deux individus partagent leurs gènes pour créer une descendance, cela mélange leur patrimoine génétique. Ce mélange augmente les chances de produire des individus mieux adaptés à leur environnement et protège les populations contre les maladies ou les mutations délétères en diversifiant les combinaisons possibles. Ce mélange augmente également la résilience face au changement. Les espèces avec reproduction sexuée sont généralement plus résilientes aux changements environnementaux car elles créent une variété d'individus avec différentes capacités d'adaptation. Ainsi, la dualité homme-femme n'est pas seulement une construction biologique, elle est une nécessité fonctionnelle pour améliorer les chances de survie de l'espèce. Alors quel est le rôle des polarités dans la vie biologique? La dualité homme-femme peut être vue comme une expression biologique des polarités universelles, semblables au yin et au yang. Le féminin yin, souvent associé à des caractéristiques comme la réceptivité, la gestation, la protection et la continuité. Le masculin yang associé à l'action, la fécondation, l'exploration, l'expansion. Ces rôles biologiques ne sont pas rigides ou exclusifs, mais ils représentent des tendances naturelles complémentaires. Ensemble, ils travaillent pour maintenir l'équilibre dans la création et le développement de la vie. Alors pourquoi deux genres et pas plus? Certaines espèces, comme les bactéries, se reproduisent sans genre, asexuées. Cependant, chez les organismes les plus complexes, la reproduction sexuée est devenue prédominante. Deux genres suffisent, deux est le nombre minimum pour partager du matériel génétique de manière efficace. Ajouter plus de genres serait énergétiquement coûteux et complexe pour la coordination des rôles. Pourtant, il existe des espèces avec des systèmes sexuels différents, comme les escargots, hermaphrodites, ou certaines plantes, ce qui montre que la nature explore une variété de stratégies reproductives. Dualité versus diversité, au-delà du binaire. Bien que la biologie semble souvent organisée en dualité homme-femme, il existe une grande diversité dans l'expression des genres chez de nombreuses espèces. Chez les humains, il y a les individus intersexes ou des variations dans les identités de genre, montrant que la nature ne s'inscrit pas toujours strictement dans cette binarité. Dans certaines espèces, poissons-clowns par exemple, les individus peuvent changer de sexe selon les besoins de leur groupe social. Cela montre que la dualité homme-femme est une tendance dominante, mais pas une loi universelle. La nature est plus fluide que ce qu'une simple binarité laisse entendre. Si l'on élargit la question au-delà de la biologie, on peut voir la dualité homme-femme comme une manifestation tangible de l'unité dans la diversité. L'homme et la femme représentent des polarités complémentaires, mais leur union est nécessaire pour créer quelque chose de nouveau, la vie. Cette complémentarité peut être interprétée comme une métaphore de l'univers lui-même, où les forces qui semblent opposées, attraction, répulsion, yin-yang, travaillent ensemble pour produire un équilibre dynamique. Pourquoi la dualité est si fréquente dans la vie? Simplicité efficace, deux pôles suffisent pour générer un équilibre et une dynamique. C'est une structure qui fonctionne à tous les niveaux, physique, biologique, philosophique. Créativité dans la tension. La vie émerge souvent de la tension entre des polarités, homme-femme, actif-passif, et c'est dans cette interaction que de nouvelles formes et de nouvelles énergies se manifestent. La dualité homme-femme reflète aussi un schéma universel que l'on retrouve à toutes les échelles. Atomes, protons-électrons, forces fondamentales, électromagnétique, gravité, et même dans les relations humaines et sociales. Bien que nous percevions les genres comme une dualité, cette séparation n'est qu'une illusion relative. L'homme et la femme sont deux expressions différentes d'une même essence biologique et spirituelle. Dans de nombreuses traditions spirituelles, taoïsme, hindouisme, etc., l'union des polarités, homme-femme, yin-yang, est vue comme un chemin vers l'unité fondamentale.
En résumé, la dualité homme-femme est une nécessité biologique pour maximiser la diversité génétique et la survie des espèces, mais elle reflète également une unité fondamentale sous-jacente. Nous l'apercevons comme une séparation car notre esprit catégorise la réalité en opposés, mais cette séparation est une illusion pratique pour comprendre un tout plus grand. La vie elle-même est le fruit de l'union harmonieuse entre ces polarités complémentaires, montrant que la dualité est en réalité une expression dynamique de l'unité universelle. Il est intéressant d'explorer cette idée de créativité dans l'attention, le fait que la vie émerge souvent de la tension entre des polarités homme-femme, actif-passif. Que c'est dans cette interaction que de nouvelles formes et de nouvelles énergies se manifestent. La créativité dans la tension entre des polarités est une idée fondamentale qui peut être explorée à travers plusieurs dimensions, biologiques, psychologiques, philosophiques et même cosmiques. Voici un développement détaillé de cette notion et voilà pourquoi elle est essentielle à la création et à l'évolution de la vie. Premièrement, la tension entre polarités, une dynamique fondamentale. Une polarité est un système dans lequel deux forces, tendances ou aspects opposés coexistent et interagissent. Ces forces ne s'annulent pas mais créent une dynamique qui génère du mouvement, du changement et de la nouveauté. Sans tension, il n'y a pas de mouvement. Sans mouvement, il n'y a pas de transformation ni de création. Deuxième point, dans la reproduction biologique, hommes et femmes, la tension entre le masculin et le féminin est la base de la création de la vie biologique. Masculin, actif, pénétrant, initiateur, le sperme. Féminin, réceptif, nourricier, contenant, l'ovule. Ces deux polarités ne créent la vie que lorsqu'elles interagissent, non pas en s'opposant de manière destructrice, mais en collaborant à travers une tension créatrice. L'ovule est statique et attend, le spermatozoïde est dynamique et cherche. Cette opposition génère une union qui donne naissance à une nouvelle entité. La vie ici émerge littéralement de la rencontre et de l'équilibre de ces deux forces complémentaires. Troisième point en psychologie et relations humaines. La tension entre polarités ne se limite pas au genre biologique, elle se manifeste aussi dans les relations humaines, dans des concepts tels que l'introversion-extraversion, la stabilité-échange ou l'intellect et l'émotion. Dans une relation homme-femme, les différences de perspective et d'énergie entre deux partenaires créent une tension. Ce n'est pas un problème à résoudre, mais une source de création, de croissance et de transformation. Ça peut être deux partenaires de même sexe, le résultat est le même. Si les deux partenaires étaient identiques, il n'y aurait pas de défi ni d'évolution. C'est dans la confrontation douce ou parfois la friction entre des polarités différentes que naissent des idées nouvelles, des solutions innovantes et une compréhension plus profonde. Quatrième point dans la physique est le cosmos. La tension entre polarités est aussi un principe fondamental dans la physique et l'univers, on l'a vu. L'électromagnétisme et les charges opposées, positives et négatives, créent des champs électromagnétiques qui sont essentiels à la structuration de la matière. Concernant la gravité et l'expansion de l'univers se développe grâce à la tension entre la gravité qui attire les corps célestes ensemble et l'énergie noire qui pousse les galaxies à s'éloigner. Sur la création des étoiles, une étoile naît de la tension entre la gravité qui comprime les gaz et la pression des radiations qui tentent d'expulser les gaz. Cette tension produit la fusion nucléaire, créant lumière et chaleur, une des bases de la vie. Cinquième point, la tension dans l'évolution biologique. Dans l'évolution, la tension entre adaptation et innovation a joué un rôle clé. Les organismes doivent s'adapter aux contraintes de leur environnement, froid, prédateurs, etc. Et pour survivre, ils doivent aussi développer de nouvelles caractéristiques, par exemple des plumes pour voler, des branchies pour respirer sous l'eau. C'est dans cette tension entre conserver l'existant et explorer de nouvelles possibilités que la vie évolue. Sixième point, tension créative dans l'art et la culture. Dans la créativité humaine, la tension entre des forces opposées est souvent la source d'œuvres profondes et puissantes. L'artiste navigue entre structure, yang, et spontanéité, yin, entre technique maîtrisée et liberté d'expression. Cette tension donne naissance à des œuvres uniques. En musique, la tension entre notes dissonantes et consonantes crée l'émotion dans une mélodie. Dans l'écriture, les grands récits s'appuient sur des conflits, tensions, entre personnages ou idées, permettant au lecteur de ressentir une progression vers une résolution.
Septième point, le paradoxe de la tension, unité dans la différence. La tension n'est pas une opposition destructrice, mais une danse d'interdépendance. Elle montre que des forces différentes ou opposées sont en fait complémentaires. Exemple, dans le yin et le yang, le mouvement constant entre les deux crée l'équilibre et l'harmonie. C'est cette interaction dynamique qui donne naissance à quelque chose de nouveau, que ce soit un enfant, une idée, une œuvre d'art ou une étoile. Huitième point, pourquoi la tension est essentielle à la créativité. La tension pousse à la sortie de l'inertie, de la stagnation. Elle oblige les forces opposées à trouver un terrain d'entente, créant ainsi des solutions innovantes ou des formes nouvelles. Elle est aussi une source d'énergie, comme un élastique tendu. Plus la tension est forte, plus elle a le potentiel de produire un mouvement ou un changement. En synthèse, la vie est comme une tension dynamique. La vie sous toutes ses formes est le produit d'un équilibre dynamique entre des polarités opposées, biologiquement, masculin-féminin, psychologiquement, actif-passif, physiquement, attraction-répulsion, et même spirituellement, yin-yang. Cette tension n'est pas un problème à résoudre, mais une force motrice. Elle pousse à créer, à évoluer, à transcender les limites pour donner naissance à des réalités nouvelles. En résumé, la tension entre polarités est une condition nécessaire à la créativité et à l'émergence de la vie. Sans tension, il n'y aurait pas de mouvement, pas de transformation et donc pas de création. La vie elle-même est une danse perpétuelle entre forces opposées mais complémentaires, où chaque interaction génère une expression nouvelle et unique. Au fil de cette réflexion, nous avons exploré comment l'univers, la matière, la vie et même notre perception de la réalité semblent organisées autour d'une tension entre polarités. Que ce soit à travers la structure atomique, les forces fondamentales de la physique, la reproduction biologique ou encore les relations humaines, une dynamique fondamentale se dessine, celle de la dualité complémentaire, où les opposés ne s'affrontent pas mais collaborent pour générer le mouvement, l'évolution et la création. La dualité homme-femme dans la reproduction biologique illustre ce principe universel, comme on l'a vu. La vie émerge de la rencontre de forces différentes mais interdépendantes, comme une manifestation tangible des lois plus larges de l'univers. Pourtant, cette dualité apparente n'est qu'une illusion relative, une manière humaine de décrire et comprendre une unité plus profonde. En réalité, ces forces ne sont pas séparées, elles sont les deux faces d'une même réalité, un tout indivisible. Cette unité sous-jacente dépasse la biologie et s'étend à toutes les dimensions de la vie et de l'univers. Attraction et répulsion dans les atomes, expansion et gravité dans le cosmos, tension entre adaptation et innovation dans l'évolution, et même dans nos expériences humaines quotidiennes. La vie dans sa complexité est donc une danse perpétuelle entre les forces opposées où l'interaction génère constamment de nouvelles formes, de nouvelles idées, de nouvelles possibilités. Mais plus largement, cette compréhension, bien qu'éclairante, ouvre des questions encore plus profondes. Sommes-nous capables de percevoir l'unité fondamentale de la réalité sans passer par le filtre de la dualité ? Si la dualité n'est qu'une construction humaine pour simplifier l'indivisible, comment transcender cette vision pour approcher une perception plus directe de l'unité ? Est-ce là l'objectif des traditions spirituelles ou des grandes avancées scientifiques ? Autre question, pourquoi l'univers semble-t-il structuré autour de cette tension créatrice ? La tension entre les polarités est-elle une nécessité intrinsèque de l'existence ou seulement une conséquence de notre manière limitée de percevoir la réalité ? En d'autres termes, la création a-t-elle besoin d'opposer pour exister ou est-ce une illusion de notre esprit ? Dernière question, peut-on vivre au-delà de la dualité dans notre propre expérience ? Si l'unité est l'essence de tout, comment cela pourrait-il transformer nos relations humaines, nos approches de la vie et notre compréhension de nous-mêmes ? Pouvons-nous intégrer cette unité dans nos choix et nos actions au lieu de rester enfermés dans les schémas d'opposition et de conflit ? Ceci est donc une invitation à réfléchir. Ainsi, cette exploration nous rappelle que la réalité est à la fois simple et infiniment complexe, fluide mais structurée. Peut-être que notre rôle en tant qu'être conscient est de reconnaître la dualité tout en cherchant à l'unifier dans notre compréhension et notre expérience. La vie elle-même, en tant que manifestation de cette danse des polarités, nous invite à la vivre pleinement avec la curiosité de comprendre non seulement comment elle fonctionne, mais aussi pourquoi elle existe ainsi. Alors si la dualité est une expression visible d'une unité cachée, la question ultime pourrait être: quelle est la nature de cette unité sous-jacente et quel est son véritable but ? La question finale que nous pourrions nous poser quand on observe notre actualité est la suivante. Pourquoi nos sociétés ont amené le yang et donc l'homme à chercher à dominer la femme ?
La question de la domination masculine dans l'histoire des sociétés humaines, souvent associée à une survalorisation de l'énergie yang, active, dominant, rationnelle, au détriment de l'énergie yin, réceptive, intuitive, nourricière, est un sujet complexe qui trouve ses racines dans plusieurs dimensions, biologiques, culturelles, sociales, économiques et spirituelles. Voici une réflexion approfondie sur les raisons possibles de cette dynamique ainsi que ses implications. Tout d'abord, les origines biologiques et fonctionnelles. Les rôles biologiques dans la reproduction et la survie ont historiquement influencé la division des tâches. Les femmes liées à la grossesse, l'allaitement et l'éducation des enfants étaient souvent assignées à des rôles protecteurs et domestiques. Les hommes, physiquement plus forts en moyenne, prenaient en charge des activités nécessitant de la force physique comme la chasse et la défense. Cette répartition, bien qu'adaptée aux contraintes des sociétés préhistoriques, a posé les bases d'une perception asymétrique des rôles. Ensuite, il y avait le contrôle de la reproduction. Dans les sociétés agraires et patriarcales, où la transmission des terres et des richesses était essentielle, les femmes sont devenues des vecteurs de reproduction et de continuité des lignées masculines. Les hommes ont cherché à contrôler la sexualité des femmes pour garantir la filiation, renforçant ainsi des structures de domination. Avec la transition des sociétés nomades vers les sociétés sédentaires et agricoles, la possession de la terre est devenue un facteur clé de pouvoir. Les hommes sont souvent responsables des travaux agricoles et de la guerre. Ils ont acquis un pouvoir disproportionné sur les ressources, consolidant ainsi leur domination sur les structures sociales. Ensuite, il y a eu les religions. De nombreuses religions monothéistes ont joué un rôle dans la consolidation du patriarcat en sacralisant des rôles genrés asymétriques. Dans certaines traditions, Dieu est représenté sous forme masculine et les textes sacrés justifient souvent la soumission des femmes aux hommes. Par exemple, Ève crée à partir d'Adam dans la Bible. Cela a contribué à valoriser les qualités yang, autorité, logique, pouvoir, tout en reléguant les qualités yin, intuition, compassion, réceptivité, à un rôle secondaire ou même négatif. Dans un système équilibré, le yin, énergie féminine, et le yang, énergie masculine, sont complémentaires et travaillent ensemble. Cependant, beaucoup de sociétés humaines ont développé une hypervalorisation du yang, conduisant à une glorification de la domination, de la conquête, de la compétition, yang exacerbée, une dévalorisation de la réceptivité, de l'intuition et de la coopération, yin étouffé. Ce déséquilibre s'est traduit par des systèmes hiérarchiques où la domination masculine est devenue la norme. Il existe des preuves de sociétés anciennes où les rôles féminins et masculins étaient davantage équilibrés, voire où le pouvoir féminin était central. Les cultures minoennes, Crète antique, semblent avoir valorisé des déesses mères et des rôles féminins importants. Certaines sociétés indigènes actuelles, comme les Mozuo en Chine, fonctionnent encore selon des principes matriarcaux ou égalitaires. La transition vers les sociétés patriarcales n'était donc pas inévitable, mais semble-t-il liée au contexte historique et géographique. Pourquoi les hommes ont cherché à dominer les femmes ? La capacité des femmes à donner la vie, la maternité, a souvent été vue comme une force mystérieuse et parfois menaçante pour les hommes. Cela pourrait expliquer pourquoi tant de mythes et de traditions cherchent à contrôler ou limiter ce pouvoir. Par exemple, dans de nombreuses cultures, les femmes étaient exclues des cercles de pouvoir comme si leur mystère risquait de déstabiliser l'ordre établi. Les sociétés humaines, en cherchant à dominer la nature, ont souvent appliqué cette logique à ce qui est perçu comme naturel dans l'être humain, le corps et les instincts souvent associés au féminin. Contrôler les femmes était donc une extension de la volonté de contrôle sur les forces naturelles. Quelles ont été les conséquences de ce déséquilibre ? Premièrement, oppression des femmes. La domination masculine a conduit à des siècles d'oppression institutionnalisée, où les femmes ont été exclues des sphères de pouvoir, politiques, économiques, religieux. Le yin a été relégué à un rôle secondaire, provoquant un déséquilibre qui se manifeste encore aujourd'hui dans les inégalités sociales, salariales et politiques. Mais ce système patriarcal a également nui aux hommes en les enfermant dans des rôles rigides, force, rationalité, autorité, et en étouffant leur accès à des qualités yin comme l'empathie et la sensibilité. Les sociétés modernes souffrent de ce déséquilibre avec une hypervalorisation du travail, de la conquête et de la productivité au détriment de la créativité, de la coopération et du bien-être collectif. Alors allons-nous vers un rééquilibrage yin-yang ? Depuis le XXe siècle, on observe un mouvement vers un rééquilibrage entre le masculin et le féminin. Les luttes féministes ont permis aux femmes de revendiquer leur place dans les sphères de pouvoir, leur indépendance et leur autonomie. Une redéfinition des rôles masculins émerge également, où les hommes explorent des dimensions plus émotionnelles et coopératives. Dans certaines spiritualités modernes, on parle de l'éveil du féminin sacré, une tentative de réintégrer les valeurs yin dans une société déséquilibrée.
Cette histoire de domination masculine pose des questions fondamentales sur l'avenir de nos sociétés et de l'humanité. Peut-on dépasser la dualité des genres ? L'avenir réside-t-il dans une société où les énergies masculines et féminines ne sont plus vues comme opposées, mais comme des forces fluides et interchangeables ? Quel est le rôle du féminin et du masculin dans l'évolution humaine ? Le féminin sacré, longtemps réprimé, pourrait-il jouer un rôle clé dans la transition vers une société plus durable, empathique et en harmonie avec la nature ? Peut-on rééquilibrer le yin et le yang au-delà des genres ? Comment réintégrer les valeurs yin dans un monde encore dominé par des dynamiques yang, productivité et compétition, sans tomber dans une opposition destructrice entre les deux ? En fin de compte, cette domination historique n'est peut-être qu'un déséquilibre temporaire dans l'évolution humaine. La véritable sagesse réside dans la reconnaissance que ni le yin ni le yang ne sont supérieurs. C'est leur interaction harmonieuse qui permet à la vie, à la créativité et à l'humanité d'évoluer. Le défi est de réapprendre cette unité, non seulement dans les genres, mais dans toutes les dimensions de notre existence.